Hein? Eh merde, ils arrivent. Passe-moi les femelles. Bon sang, mais c'est pas croyable. Ils sont morts, ils arrivent quand même à marcher. Passe-moi le téléphone. Allô, mon général? Mauvaise nouvelle. Les zombies se rapprochent. Et il sera peut-être temps de nous envoyer le spécialiste de chez Science Manga. Je pense qu'il pourra nous aider à y voir plus clair. Général, traînez pas. Je tiens à garder mon calcif propre. Coin, coin. J'ai jamais vu un canard porter un masque comme ça, c'est chelou. Hein, en plus, moi je suis pas général, il a dû se tromper de numéro. Moi c'est le commis. Le commis des comics en plus. Et je suis là pour vous parler d'une série bien particulière. Est-ce que vous saviez que c'est en voyant sa gueule un matin dans la glace que Robert Kirkman a eu l'idée d'inventer The Walking Dead? Non, c'est pas vrai, mais bon, ça aurait pu. Alors The Walking Dead, c'est une série qui est publiée dès 2003 chez Image Comics, c'est le label où vous pouvez garder le contrôle sur vos créations commerciales. Et d'ailleurs, Robert Kirkman est l'un des scénaristes de comics les plus riches au monde. C'est dessiné par Tony Moore jusqu'au numéro 7 où il est remplacé par Charlie Adlard. Au scénario, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Robert Kirkman. Le comics marchait très bien avant l'adaptation en série télé, mais vous vous doutez que depuis 2010 et le fameux AMC The Walking Dead, eh bien les ventes ne se portent que mieux. En novembre 2016, l'épisode 160 est paru en VO aux États-Unis et la série, c'est pour dire, a même reçu un Eisner Award, une espèce d'Oscar du monde du comic book. Alors ce qui est rigolo, c'est que le rythme n'est vraiment pas le même si vous suivez la série en comics ou à la télé. D'ailleurs, vous devez probablement savoir que par exemple le personnage de Daryl Dixon, qui est adoré des fans, n'existe pas dans le comics. C'est une façon pour Kirkman de tester plusieurs choses différentes et de ne pas proposer la même chose sur le papier et à l'écran. Alors je vous apprends rien si je vous dis que la série se situe dans un monde dévasté par un virus aéroporté qui fait revenir les morts à la vie avec un petit peu moins de pêche quand même. D'ailleurs c'est marrant ça, comment ça fonctionne. Alors j'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier. Dis Jamy, comment ça marche un zombie? Et me dis pas lentement parce que j'ai vu World War Z. Mais comment ça se transmet? De quoi ça parle? Et puis bonjour accessoirement. Bah, la zombification. Comment est-ce que tu la transmets? Je ne sais pas moi. J'ai pas encore réfléchi. Un agent pathogène? Comme un parasite? Une bactérie? Ou un virus par exemple? Ouais, un virus, pourquoi pas. Hein. À défaut d'être original, ça a le mérite d'être efficace. Comment ça efficace? Bah, je veux dire, un virus, tu peux facilement expliquer comment ça fonctionne. Bah puisque t'es là à squatter ma vidéo, au lieu d'en faire pour ta chaîne, tu voudrais pas nous expliquer comment il marche ton virus? Ok, mais dans ce cas, on fait ça à ma sauce. Donc déjà, on va mettre ça là. Puis on descend ça. Et musique. C'est parti. Connaissez-vous le point commun entre un jeune cadre dynamique, le sinus carotidien, de l'ADN cyclique et un américain avec des idées de merde? Laissez-moi vous expliquer. Alors déjà, faut lui trouver un petit nom sympa pour notre virus. Au hasard, on va dire le virus Z, parce que dans n'importe quel film de merde avec des zombies, il y a un virus Z. Parce que Z, c'est le début de zombies. Ouais, c'est subtil. Donc aujourd'hui les enfants, on va voir comment grâce à notre virus Z, on passe de Jean Philibert, jeune cadre dynamique avec un joli attaché case et une cravate toujours nouée de façon nickel, à un tas de chair malodorant et un sens de l'hygiène tout à fait discutable. D'abord, Jean Philibert va se faire mordre par un zombie. Oui, parce que j'ai arbitrairement décidé que le virus Z se transmet par morsure. Ça aurait pu être par voie aérienne comme la grippe, mais je trouve que le zombie qui te mâchouille, ça a beaucoup plus de gueule que celui qui t'éternue au visage. Notre virus, présent dans la salive du zombie, se retrouve dans la circulation sanguine. Il faut donc assez peu de temps pour que le flux sanguin le répartisse dans tout l'organisme, mais surtout dans un endroit en particulier, le sinus carotidien. C'est la zone de bifurcation de l'artère carotide commune, et sa forme particulière provoque un ralentissement du flux sanguin. Cela permet à notre virus Z de s'accoler à la paroi des vaisseaux. Et là, on va devoir parler du fonctionnement d'un virus. Alors, très schématiquement, un virus, c'est du matériel génétique dans une coque. Cette coque protéique va lui permettre de s'accoler aux cellules d'un organisme hôte. Il transfère son matos génétique dans leur noyau et ainsi les reprogramme. La cellule produit des virus. Notre sinus carotidien et les zones adjacentes deviennent donc des usines à virus Z, mais pas seulement.
il va aussi produire des dérivés du virus avec un matériel génétique réduit. Les brins qui véhiculent l'information génétique sont sous une forme plus petite, avec un nombre de gènes lui aussi réduit. On peut supposer qu'au lieu des classiques ADN et ARN messager, on a ici affaire à un micro-ARN, un ARN d'interférence ou à de l'ADN cyclique. Mais très honnêtement, je suis une quiche en génétique, donc j'ai aucune idée de quelle forme ce matériel génétique a. Si l'un d'entre vous est calé sur le sujet, ça serait cool de sa part de nous éclairer dans les commentaires. Mais à quoi vont donc pouvoir servir tous ces mini-virus Z ? Ils sont envoyés directement dans la carotide interne et vont rejoindre le cerveau. Mais avant de pouvoir pénétrer l'organe, ils vont faire face à la barrière hémato-encéphalique. Imaginez une espèce de mur infranchissable, sorti tout droit des plus grands fantasmes de Trump, qui sépare le cerveau du flux sanguin, et qui exerce tellement bien son rôle de frontière qu'il ne laisse passer que les nutriments nécessaires au fonctionnement du cerveau, en le protégeant des agents pathogènes qui pourraient essayer de rentrer. Bien que là on parle pas d'une ségrégation raciste basée sur aucun critère logique, comme on a pu le faire pendant des siècles dans le monde entier, mais de la protection de notre cerveau. Donc ma métaphore est à chier. Et en plus en ce moment les blagues sur Trump, c'est pas un truc à faire. Hein. Revenons-en aux zombies. Les mini-Z sont tellement petits que malgré cette barrière infranchissable, ils trouveront quelques failles à exploiter et pourront passer dans le cerveau. Et là encore c'est extrêmement schématique. Le passage de la barrière hémato-encéphalique met en jeu des mécanismes bien plus complexes comme des transporteurs protéiques ou des systèmes de régulation, de compétition, etc. Et je vous rappelle qu'on parle d'un virus qui dans les faits n'existe pas. Une fois dans le cerveau, les mini-Z vont se fixer à des neurones situés dans des zones spécifiques de l'organe et provoquer deux types de réactions. Inhiber l'activité d'un neurone, en provoquant sa mort par exemple, ou au contraire la stimuler. Et là, j'ai aucune idée de comment ça marche, mais on va supposer que ça marche. Je ne pense rien vous apprendre en vous disant qu'en stimulant ou inhibant certaines zones du cerveau, on peut induire un comportement chez un individu. C'est exactement ce que l'on fait ici, et Jean Philibert, dont le cerveau est parasité, devient agressif, a envie de mordre tout ce qui bouge autour de lui et perd au passage toutes sortes d'inhibitions et de capacités à communiquer avec ses semblables. Et là je pourrais vous dire quelles zones sont stimulées ou inhibées, mais ça serait plagier ces deux excellentes vidéos de Dirty Biology qui traitent déjà le sujet, donc allez les voir. Maintenant qu'on a notre zombie qui mord, il faut mettre du virus Z dans sa salive pour le transmettre à ses futurs casse-croûtes. Et pour cela on retourne au niveau de notre sinus carotidien. Notre usine produit d'autres particules virales qui sont cette fois-ci envoyées dans l'artère carotide externe. Cette artère va irriguer entre autres la glande parotide, la submandibulaire et la sublinguale, qui sont les glandes salivaires. Vous l'aurez deviné, elles participent à la production de la salive. On peut supposer qu'avec ce sang plein de virus qui leur arrive droit dessus, elles subissent elles aussi une petite reprogrammation et intègrent le pathogène dans leur sécrétion, et donc dans la salive. La boucle est bouclée. Alors petit point supplémentaire, pourquoi le zombie pourrit-il ? Je vous ai dit que l'activité des cellules nerveuses subissait de gros bouleversements. Et ça se fait pas sans conséquences. Cela a pour effet de perturber la plupart des régulations hormonales de l'organisme, car le système nerveux joue un rôle important dans le contrôle de la production et de la sécrétion des hormones. Quand on sait que c'est vraiment la merde quand une seule hormone est un poil déréglée, je vous laisse imaginer le boxon dans un organisme où aucune des régulations ne tient la route. Pas étonnant donc que le corps de notre zombie parte en lambeaux. On pourrait même dire que ça tient du miracle qu'il reste debout plus d'une journée. Et là je crois que j'ai tout dit. Du coup je vais peut-être te rendre ton émission. Et ta chaîne. C'était Alex de Random Project, salut. Merci à tous d'avoir vu cet épisode, je remercie franchement Random Project qui a fait un travail énorme, il a tout dit et franchement, on était d'accord tous les deux sur le sujet donc c'était top, allez voir sa chaîne et abonnez-vous, franchement. Je remercie aussi le Commis des Comics qui a fait un boulot énorme et je le remercie énormément pour ce qu'il a fait et franchement allez voir sa chaîne, elle est géniale. Et je remercie 3baf Cartoon qui a fait un effort énorme au niveau du costume, de l'intonation et autres. Allez voir sa chaîne, elle mérite plus d'abonnés, franchement. Merci à tous et à très vite, partagez la vidéo. Ah, enfin c'est fini. Ouais, il a évolué. Oh. Passe-moi mon flingue.